Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le débat économique. La filière avicole vit depuis quelques jours une crise sans précédent à cause de la rupture des éléments importés comme le soja et le maïs. Cette crise, si elle persiste, risque d'avoir des répercussions grave sur le marché de la viande blanche. Le débat économique dans son édition d'aujourd'hui a invité M. Lala Bouchalfa, ancien président du groupe avicole Ouest, pour nous expliquer pourquoi cette crise qui s'est déclenchée maintenant. Bonjour M. Bouchalfa. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Monsieur Bouchalfa, le secteur de l'avicole vit mal depuis quelques années et la situation s'est aggravée avec le manque des aliments importés. D'après vous, comment faut-il faire face à une telle crise? Merci madame. Tout d'abord, je voulais vous donner un aperçu sur l'importance de cette filière. C'est une filière stratégique qui contribue énormément dans la satisfaction des citoyens en protéines animales, surtout les viandes blanches et les œufs de consommation. C'est un secteur qui a pris de l'ampleur en matière de développement, surtout depuis 1982, où les pouvoirs publics ont réservé une importance capitale pour le développement de cette filière qui a connu la réalisation de grands complexes avicoles tels que les abattoirs industriels, les unités de fabrication d'aliments, les centres reproducteurs et les unités d'œufs de consommation. Avec cette politique et stratégie, effectivement, qui a donné des résultats très positifs, on est arrivé dans les années 1990 à mettre un terme à l'importation. Au début, tout est importé. On importait jusqu'à 3 milliards d'œufs de consommation. Vous avez pratiquement une moyenne de 3 bateaux par semaine, un bateau sur la région Est, Centre et Ouest. Et avec ce développement, on est arrivé à produire l'œuf de consommation et le poulet pour répondre pratiquement à toute la demande. Nous avons atteint des normes, des niveaux de consommation très importants. Pour les viandes blanches, le niveau de consommation se situe entre 12 à 15 kg par an par habitant. Et pour l'œuf de consommation, on est arrivé jusqu'à 125 œufs par an par habitant. Au début, c'était la structure ONAB, qui est considérée comme entreprise mère, qui détenait la part du lion du marché. Elle détenait plus de 85% du marché avicole. Et juste après... En matière d'aliments? Non, en matière de tout ce qui concerne l'aviculture, l'aliment, la production d'œufs, les viandes et tout, c'était l'ONAB qui détenait plus de 80%, c'était l'époque du monopole. Et juste après 1998, avec l'ouverture du marché, il y avait des privés qui ont initié du développement dans ce cadre-là. Effectivement, les choses sont renversées. Maintenant, c'est le secteur privé qui détient le monopole. Le monopole. Le secteur public, qui lui reste une part minime qui se situe entre 2 à 5% du marché, soit en matière d'aliments, ou bien la production de viande, ou bien de l'œuf de consommation. Avec le secteur privé, ça a pris de l'ampleur et on est arrivé même à voir les grands parentaux en Algérie. Vous avez 2 grands centres, un centre qui est situé à Tlemcen, exactement à Remchi, et un autre deuxième centre qui est à Gelfa. Et l'Algérie fait partie du rare pays en Afrique qui dispose de grands parentaux. Ce programme des parentaux nous a permis de réduire sensiblement l'importation de producteurs chers, de l'ordre pratiquement de 50%. Malheureusement, pratiquement depuis 2 décennies, cette filière a connu des crises de conjoncture chronique
Vous avez des hauts, des bas. Parfois, vous avez une surproduction sur le marché. Et dans ce cas-là, c'est l'éleveur qui est victime, qui est obligé de vendre sa production avec un prix nettement au-dessous du coût de production, l'obligeant à quitter le secteur et laisser un vide par un manque de production. Monsieur Bouchalfa, pardon, est-ce que c'est depuis l'ouverture du marché au privé qu'il y a eu cette mauvaise organisation du secteur ou bien il y a un problème de régulation du marché? Non, avant l'ouverture du marché, il n'y avait aucun problème. Tout se fait dans les règles de l'art. Vous avez 3 offices régionaux, l'office l'Oravi qui est à l'est, l'ORAC au centre, l'Oravio au niveau de la région ouest. Et vous avez au niveau de chaque wilaya ce qu'on appelle le Copawi. C'est des coopératives qui sont en charge de la distribution et la vulgarisation des facteurs de production. Donc le travail à l'époque se fait, il y avait une planification, on faisait la répartition en fonction de la population par wilaya. Et chaque éleveur recevait son programme dans un programme bien détaillé, bien précis. Il n'y avait pas ces problèmes-là. C'est juste après l'ouverture du marché où tout le monde s'est intéressé, puisque l'agriculture c'est devenu pratiquement un secteur opportun pour réaliser des gains très importants. Il y avait beaucoup de gens qui sont intéressés dans ce secteur-là. C'est une bonne chose. Malheureusement, le développement, cette filière s'est bien développée du côté amont. Du côté amont, elle s'est bien développée. Il y avait le côté aval qui n'a pas suivi ce développement-là. Qu'est-ce que je veux dire par aval? Il y a un manque des unités de transformation, des unités de stockage, la stratégie la politique d'exportation. Et c'est pour cette raison, à chaque fois qu'il y a un accident, la filière rencontre des difficultés. Pour l'amont, on est arrivé à avoir des excédents, c'est-à-dire on a des capacités de production qui peuvent répondre largement à la demande du marché. Et c'est pour cette raison on a rencontré ces difficultés, le manque de régulation du marché. Monsieur Bouchalfa, le problème qui se pose maintenant, actuellement, c'est la rupture en matière des aliments. Donc il y a aussi le risque d'une pénurie de la viande blanche et les œufs d'ici quelques mois. Pour l'aliment, je voulais dire que l'erreur qui a été commise depuis l'indépendance à ce jour, qu'on s'est spécialisé pour une formule américaine. La formule américaine, elle est basée sur l'incorporation de 60% de maïs dans la fabrication de l'aliment et plus de 20% de soja. Ces deux matières sont importées à 100% de l'Argentine, des États-Unis, de l'Europe. Et vous avez parfois le coût de transport qui avoisine même la valeur d'achat de ces matières premières. On aurait dû prévoir d'autres solutions par l'incorporation de matières locales produites en Algérie. Malheureusement, ce dossier-là n'a pas été pris en charge. On a beaucoup de matières qui peuvent être incorporées. Vous avez l'orge qu'on peut incorporer jusqu'à 20% à la place du maïs sans même rajouter des enzymes. Vous avez le triticale qu'on peut produire en Algérie, le sorgho, la fervol. Il y a beaucoup de matières premières. Il n'y a pas de producteurs en matière de maïs et soja en Algérie, M. Bouchalfa? En Algérie, pour le maïs, il y a une tentative. Il y a une tentative de produire du maïs, mais c'est des quantités très minimes par rapport aux besoins. Nous importons aux environs de 4 millions de tonnes. Et la dernière initiative qui a été prise au niveau d'Adrar, on est passé effectivement de 79 hectares à 7000 hectares. Mais la production de maïs, c'est minime, c'est 2800 tonnes. C'est 2800, c'est une goutte dans un océan par rapport à 4 millions de tonnes.
Pour compter sur une production de maïs en Algérie, ça va demander beaucoup de moyens, surtout le maïs est une matière exigeante en matière d'eau, mais il y a d'autres matières qui peuvent remplacer le maïs. Vous avez surtout le triticale qui a une valeur nutritionnelle pratiquement le double de l'orge. Et vous avez d'autres matières, vous avez le caroube, vous avez le gland, vous avez la fervol, vous avez le sorgho, vous avez même les dattes sèches, on peut les incorporer dans la fabrication de l'aliment. Vous avez même les noyaux d'olive. Il y a des études qui ont été... Pourquoi ça n'a pas été pris en considération, la production locale? Justement, le problème, il y a des études qui ont été faites au niveau des universités. Moi, j'ai assisté à pas mal d'études au niveau de l'université de Mostaganem, surtout au sujet du gland et du caroube. Il y a des essais pour le triticale qui a été utilisé au niveau de l'ITELV et ça a donné des résultats très positifs. Mais ça n'a pas été pris en charge. Il n'y a pas de suivi dans ce cadre-là. Donc, aux éleveurs, c'est imposé de ramener ou d'importer, enfin d'acheter le produit importé, oui, le maïs et le soja. Oui, c'est devenu une habitude. Mais maintenant, avec la crise, il n'y a pas d'importation. On sera obligé de prendre en charge maintenant cette option, mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut produire 4 millions de tonnes de maïs. On peut, c'est-à-dire, il n'est jamais trop tard, mais ça va demander beaucoup de moyens et des efforts et de la volonté pour essayer de... Puisque la poule, qu'est-ce qu'elle exige, la poule? La poule, elle exige 2800 kilocalories. Il faut les chercher dans des matières qui existent en Algérie. On n'est pas obligé de se spécialiser dans le maïs et le soja. Le maïs et le soja, ça arrange le Brésil, ça arrange l'Argentine. C'est des matières qu'ils produisent à leur niveau, qui coûtent moins cher, mais pour l'Algérie, c'est vraiment excessivement cher. Ça coûte vraiment très cher, surtout si on ajoute les frais de transport. Et il y a aussi la qualité de la matière que le maïs qu'on importe, c'est l'OGM. Donc le maïs qu'on produit chez nous, il est de meilleure qualité, mais la décision, elle est un peu tardive, c'est-à-dire n'est jamais trop tard, mais c'est un peu difficile d'essayer de produire à 100% du maïs. On peut l'aider par d'autres matières qui coûtent moins cher et qui ne sont pas exigeantes en matière d'eau. Et comme le triticale, il y a des essais qui ont été faits. On est arrivé à un rendement de 140 quintaux à l'hectare. C'est très important. Ça coûte pas cher. Pour le soja, et il y a également certaines initiatives qu'on peut mettre en œuvre. Vous avez ce qu'on appelle la Zola. La Zola, c'est un truc qu'on cultive dans des bassins d'eau. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. On la sème une seule fois et après elle se développe toute seule. À chaque fois qu'on récolte, on n'est pas obligé de semer encore de la Zola. Vous avez régulièrement de la production. On peut la donner au cheptel soit fraîche, soit on doit ou bien la sécher. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais aucune initiative n'a été prise dans ce cadre-là. On comptait toujours sur l'arrivée du bateau, c'est ça l'erreur. Et les mesures urgentes prises par le ministre de l'Agriculture avant-hier, est-ce qu'elles sont suffisantes pour dépasser la crise, M. Boukhalifa? Moi, personnellement, je ne crois pas. L'histoire de la TVA, la décision a été déjà prise en 2014. Et ça n'a pas donné de résultat. Bien au contraire, c'était au profit des importateurs.
Lorsque vous enlevez la TVA, maintenant la TVA, je pense, elle est au niveau du soja, elle est de 19%. Maintenant, même si vous allez l'enlever, ça va profiter aux importateurs. On a déjà une expérience qui a été prise en 2014 et on s'est rendu compte à la dernière minute que seuls les importateurs qui ont bénéficié de cette décision-là. Le ministre, je pense qu'il a donné également un groupe de travail pour une réflexion sur l'incorporation de matières premières. Ça, c'est une bonne chose, mais ça va demander beaucoup de temps. Ça va demander beaucoup de temps pour la mettre en œuvre, malgré que l'Algérie, c'est un pays producteur de céréales par excellence, surtout l'orge, le triticale qu'on a mis dans notre programme, mais c'est très, très, très important pour la fabrication des aliments de bétail. Mais même ces produits, c'est-à-dire il y a une production minime par rapport à... Oui, les minimes, surtout l'orge, puisque maintenant on compte sur les importations pour ici, puisque l'orge, c'est des quotas qu'on distribue pas uniquement pour l'agriculture, il y a aussi la filière bovine, ovine, caprin, qui sollicite cette matière-là. Mais on a les moyens, c'est-à-dire de produire et suffire largement à nos besoins. On peut même avoir un excédent pour l'exportation. Il y a même, je pense, en 2009 ou 2010, où nous avons dégagé un excédent en orge qu'on a exporté. C'était des quantités symboliques, mais quand même, ça démontre qu'on est en mesure de produire ces matières-là en quantité largement suffisante pour répondre à nos besoins, soit l'alimentation humaine et animale en même temps. Mais donc, là, ça demande une planification au moins dans quelques mois, une année minimum. Est-ce que maintenant, là, le consommateur risque de ne pas avoir sur les étals de marché la viande blanche, surtout qu'avec le mois sacré de Ramadan. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça va répercuter sur le budget du citoyen, du consommateur, ou bien il y aura carrément une rupture de la viande, une pénurie plutôt de la viande blanche? Je pense, si je prends en considération les éléments du terrain actuel, le poussin ne se vend même pas des dinars. Il y a un désistement total. Donc, le poussin ne se vend pas, que les éleveurs se désistent pour les mises en place. Les gens qui ont déjà les mises en place, qui sont prêtes, sont en train d'activer pour la vendre, afin d'échapper aux ruptures de l'aliment. Parce que l'aliment, on ne le trouve plus sur le marché, et surtout avec son coût qui dépasse les 7000 dinars le quintal. C'est vraiment, le poulet se vend vif à 150 dinars, alors que l'aliment il coûte 7000 dinars. L'éleveur il est pleinement perdant dans cette affaire-là. L'ensemble des éleveurs qui disposent des élevages sont en train d'activer pour essayer de se débarrasser de ce cheptel-là. Et avec ce rythme-là, on va se retrouver dans quelques temps, je ne peux pas dire quelques jours ou bien quelques semaines, avec une rupture pratiquement totale des viandes blanches. Et je sais qu'on va vivre une conjoncture très très difficile pour le mois de carême, et surtout pour certaines catégories de personnes qui ont le régime alimentaire basé sur les viandes congelées. Je peux citer le cas du COUS, des résidences universitaires, je peux citer le cas de l'AMP. L'AMP est un programme, pratiquement, il a 2 à 3 repas par semaine basés sur la viande blanche. Et s'il n'y aura pas de stock dans ce cadre-là, je pense que c'est un sérieux problème qui va se poser pour ce problème-là. Importer des viandes blanches, c'est un peu ridicule, mais on va rencontrer un sérieux problème, surtout avec la cherté. Donc, j'aimerais bien que cette conjoncture sera une leçon pour les Algériens,
Pour les responsables politiques surtout. Surtout les responsables politiques, je veux dire la tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture, et surtout la profession qui n'a pas joué son rôle. Parce que le problème de l'aviculture, c'est maintenant, vous avez deux aspects. L'aspect planification, il n'y a pas de planification, et problème de régulation, il y a un manque de régulation. De l'activité, ou bien de l'activité avicole. La planification de l'activité, la régulation du marché. Du marché. Parce que la régulation se fait en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire vous avez le facteur déterminant dans l'aviculture, c'est ce qu'on appelle le reproducteur cher. Le reproducteur cher, c'est 50% c'est importé, 50% c'est produit localement et qui sont à l'origine de la production de viande blanche. Ces reproducteurs, jusqu'à présent, l'importation c'est libre. Si le marché algérien est demandeur de 5 millions de repros, on se retrouve parfois à plus de 7 millions de repros sur le marché, qui est à l'origine de la surproduction du poulet, qui cause de sérieux problèmes à l'éleveur. Et des fois, vous trouvez que le niveau il est au-dessous de 5 millions. Ce qui explique le manque de poulet avec la flambée des prix. Donc, il y a le risque aussi que le consommateur paye les frais d'une mauvaise organisation de la filière. Oui, puisque le poulet sur le marché, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Pratiquement, c'est destiné. Nous sommes en train de vivre le même phénomène. Le poulet, on peut le trouver à 190 dinars sur le marché, comme on peut le trouver à 450 dinars, pratiquement sur le double. Ça, c'est dû à une mauvaise planification des importations de reproducteurs chers. Les reproducteurs chers, c'est une dérogation qui est attribuée, donnée par la direction du service vétérinaire du ministère de l'Agriculture sur une simple demande. Il suffit de procéder à une demande et vous aurez la dérogation d'importation. Donc, normalement, on devrait faire une planification de déterminer les besoins en repros sur le marché qui sont de l'ordre de 5 millions, 5 millions et demi. Nous connaissons pratiquement la production locale qui est 2 millions et demi. Donc la dérogation devrait concerner la différence. La différence qui est pratiquement de 2 millions et demi à 3 millions. Alors que parfois on trouve une importation jusqu'à 7 millions. Ce qui fausse la situation des marchés. Et parfois, c'est le contraire. Vous aurez un manque de repros sur le marché et un manque de produits avec la flambée du prix qui touche à la bourse des citoyens. Donc, on doit instaurer, si on veut effectivement sauvegarder cette filière, instaurer deux choses. Tout d'abord, une planification dans le temps et l'espace. Et la régulation. La régulation, c'est de prendre en charge le développement du côté aval. Le côté aval, si vous prenez l'abattage, les unités d'abattage qui existent en Algérie, soit publiques ou privées, ne peuvent prendre en charge que 20% de la production nationale. Le reste transite par ce qu'on appelle l'abattage clandestin, les tueries. Et c'est un risque pour la santé humaine. Donc l'abattage, c'est pas contrôlé, c'est pas surveillé, ça se fait c'est des abattages clandestins. Donc dans ce cadre-là, vous avez la santé humaine qui est mise en jeu. Et qu'est-ce que vous préconisez comme solution à ces problèmes? On ne va pas dire que ce problème seulement. Ça, c'est ce que je considère le développement du côté aval, c'est-à-dire de construire d'autres abattoirs industriels. Au moins un abattoir par wilaya. Et de condamner l'abattoir anarchique. Oui, effectivement, de mettre un terme aux tueries là qui posent de sérieux problèmes. Il faut donner des agréments aux gens pour essayer de construire des abattoirs industriels au niveau de chaque wilaya afin au moins d'assurer un abattage à hauteur de 80% de la production nationale. Actuellement, seulement moins de 20% qui transitent par des abattoirs agréés. Le reste passe par des tueries.
Ah, d'accord. À 80%. Oui, 80%, le passe par des tueries, donc ça c'est un sérieux problème. Le deuxième point, c'est de construire des unités de stockage, de conditionnement sur temps froid, parce que le poulet, pour le stocker, il faut des tunnels de congélation à moins 80 degrés, et par la suite le conserver à moins 18 degrés. Ça manque les tunnels de congélation et des centres de congélation. Il faut encore des unités de transformation pour transformer le poulet, l'excédent de poulet en sous-produit comme pâté, comme le truc. Et il y a aussi la certification qualité qui n'existe pas. Il n'y a aucun abattoir pratiquement en Algérie qui dispose de la certification qualité, ce qu'on appelle le HACCP. Si on prendra en charge ce côté-là, on peut même s'inscrire dans le cadre de l'exportation. Notre poulet est très très demandé à l'étranger. Maintenant, il y a une forte demande, surtout les pays africains. Il y a une surproduction en la matière? On peut l'avoir. On peut l'avoir puisque on peut produire le double de nos besoins. Le problème et l'handicap, c'est au niveau de l'aval. L'aval, on ne s'est pas préparé. Vous avez l'amont qui est beaucoup développé que l'aval. Donc, il faut essayer de ramener le développement de l'aval au même niveau que celui de l'amont. Par ce que je viens de dire, par la construction des abattoirs, les centres de conditionnement, les unités de transformation, initier la stratégie de certification qualité et pourquoi pas ne pas chercher des marchés à l'extérieur. Actuellement, il y a la demande, une forte demande sur la Mauritanie. Mais on n'a pas les moyens pour D'ailleurs, on a un problème que l'Algérien ne mange pas le poulet oui, les mois prochains. Oui, actuellement, oui, effectivement, le problème, parce qu'on ne peut même pas répondre à la demande, mais ce n'est pas dû au manque de moyens. On a les moyens, on peut produire le maximum. Malheureusement, il y a des contraintes qu'on n'a pas pris en considération au début. Au début, moi je dirais depuis l'indépendance à ce jour. Et nous continuons la même politique. Si aujourd'hui on ne marque pas un point d'arrêt et revenir à une organisation nouvelle, je dirais surtout assurer une alimentation du cheptel, parce que moi je considère que la filière avicole, elle ressemble au montage des véhicules en Algérie, c'est la même chose. C'est à plus de 98%, c'est de l'importation. Le maïs c'est importé, le soja c'est importé, les repros c'est importé, c'est pratiquement tout est importé. On fait que le montage ici en Algérie, malheureusement qu'on on a les moyens, on a des capacités pour essayer d'avoir l'intégration à hauteur même de 80%. On peut produire notre aliment en se basant sur des matières premières locales qui existent et qui peuvent répondre aux besoins nutritifs du cheptel. C'est des matières que je viens de citer, elles sont nombreuses. Malheureusement, il n'y a pas d'initiative. Même la dernière mesure qui a été prise concernant le maïs, c'est une bonne chose, mais elle reste insignifiante par rapport aux besoins. Parce que nous importons plus de 4 millions de tonnes. 4 millions de tonnes, c'est très important. Et nous importons également pratiquement 1 million de tonnes de soja. Le soja, on peut le remplacer par d'autres choses. Vous avez les tourteaux de colza. Colza, c'est une nouvelle initiative qu'on a commencé à développer en Algérie, mais ça demande également du temps et des moyens. Vous avez l'azola. L'azola, c'est ce qu'on peut développer, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Et pour le maïs, comme je l'ai déjà dit, on peut le substituer par l'orge. L'orge, on peut aller jusqu'à l'incorporation, même à 20%. 20%, on peut régler, c'est-à-dire... Monsieur Bouchalfa, à part les aliments nutritifs, l'éleveur, l'aviculteur, qu'est-ce qu'il demande au moins pour l'apaisement de cette situation de crise? Ce qui dérange actuellement l'éleveur, c'est l'instabilité du marché. C'est l'instabilité. L'éleveur, qu'est-ce qu'il demande maintenant? C'est-à-dire de lui garantir un prix
tout le long de l'année et il va produire le maximum. Mais maintenant, l'éleveur, parfois, il a de la chance. Moi, je dirais l'éleveur qui gagne, c'est l'éleveur qui a de la chance. Il tombe sur une situation de manque, il vend le poulet avec un prix intéressant. Mais pratiquement dans le courant de toute l'année, l'éleveur est obligé, c'est pas un choix, il est obligé à céder son produit à un prix nettement au-dessous du coût de production. L'éleveur, qu'est-ce qu'il demande maintenant? De lui garantir la stabilité de l'aliment. L'aliment actuellement, l'aliment qui était à 4200 dinars, il remonte aujourd'hui, il avoisine 8000 dinars, il a doublé. Alors que le prix du poulet, il a régressé. Le poulet qui coûtait jusqu'à 200 dinars, maintenant il se vend à 150 dinars. Donc il y a une perte énorme chez l'éleveur. L'éleveur, qu'est-ce qu'il demande? C'est la régulation. La régulation, on peut la faire par l'amont avec la gestion du reproducteur. Ça, c'est une décision qui sera prise par le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est le ministère qui délivre les dérogations d'importation. Il y a apparemment un cahier de charge qui s'est préparé dans ce cadre. Malheureusement, il n'a pas été mis en vigueur jusqu'à présent. Il y a un cahier de charge sur la demande de la profession ou du conseil de la profession, mais le cahier de charge il est toujours dans les tiroirs, il n'a pas été mis en application. Si on doit mettre en application le contenu de ce cahier de charge, avec l'encouragement de développement du côté aval et d'initier l'exportation, l'éleveur il peut produire le maximum. On n'a pas de contraintes ou de barrières pour produire le maximum. On peut tripler même la production. Monsieur Bouhalfa, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Wallah, moi je suis très optimiste. En ma qualité d'ancien cadre dans ce secteur-là, j'ai passé pratiquement toute ma vie, depuis 1982 jusqu'à 2013 dans ce secteur-là. Et ça me fait mal au cœur de voir comment se comporte actuellement le secteur avicole. Je lance appel, c'est-à-dire à l'administration, au pouvoir public et à la profession de s'organiser. Il suffit simplement d'arrêter une planification et une organisation pour sauver ce secteur-là. Ça ne demande pas d'autres moyens. Il suffit simplement de s'organiser et de mettre en œuvre une régulation. La régulation, c'est très simple. C'est une décision que peut prendre le ministère de l'Agriculture. C'est la régulation des reproducteurs. On a besoin de 5,5 millions et c'est pas nécessaire de donner jusqu'à concurrence de 7 millions. Il faut rester à ce niveau-là de 7,5 millions pour essayer d'arranger tout le monde, le marché, l'éleveur et le consommateur. Et j'aimerais bien que la profession prend en charge la mission. La profession, je peux dire, c'est-à-dire c'est le conseil de l'interprofession. Il doit prendre en charge sa responsabilité. Il ne faut pas qu'il continue toujours à compter sur le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, c'est une administration, oui, à qui on peut faire appel, mais la gestion réellement, elle relève aux professionnels. C'est aux professionnels de s'organiser pour investir dans le côté aval et s'organiser afin d'éviter des ruptures que nous connaissons depuis pratiquement plus de décennies. Ça dérange énormément l'éleveur et le consommateur. C'est une filière très importante qui joue le rôle dans la satisfaction de la sécurité alimentaire du citoyen, surtout en protéines animales. Et on doit tous, comment dirais-je, exercer un effort pour essayer de la sauvegarder. Et c'est ce que j'ai à dire. Et je pense que s'il y aura volonté, on peut surmonter à tous les problèmes de l'aviculture. Et on peut sauver le marché et protéger le consommateur. Effectivement. Merci beaucoup, M. Bouhalfa, pour toutes ces précisions.
Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir.